Hop, impec, je crois que nous sommes en direct, hein. Bonjour à tous. Salut Greg, salut Dimitri. Salut. Ouais, on va attendre bon, que les gens se connectent au fur et à mesure, hein. Je crois qu'on attendait quelque chose comme 300 ou 400 personnes. Donc merci beaucoup. Vous allez arriver au fur et à mesure dans ce live qui s'annonce assez exceptionnel, hein. Exceptionnel parce que eh bien, nous fêtons les 1 an de The Big Whale. Nous en sommes très fiers et nous avons la chance d'avoir eh bien, avec nous ce soir Eric Larchevêque. Bonsoir Eric, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Alors Eric, beaucoup de personnes vous connaissent dans l'écosystème crypto, hein. Vous êtes l'une des figures de cet écosystème, mais d'autres peut-être vous découvriront ce soir. Donc juste en quelques mots, hein, vous êtes l'un des cofondateurs de Ledger, hein, qui est le leader mondial sur toutes les solutions de conservation d'actifs numériques, créé en 2014. Donc ce sera bientôt vos 10 ans. Vous faites aussi pas mal de choses comme eh bien, être à la télévision. On vous voit tous les mercredis soirs dans Qui veut être mon associé sur M6. Vous êtes aussi business angel, vous avez lancé AlgoSup. Question toute bête, comment vous faites pour gérer tout ça et comment vous allez en cette période de printemps? Ça va super, merci beaucoup. Et en fait, j'arrive à gérer tout ça très facilement parce que, je vais vous dire un secret, c'est que gérer M6, les investissements, les machins, mes autres activités, c'est beaucoup plus reposant et facile que d'être le CEO de Ledger. J'en profite pour faire un coucou à Pascal Gauthier, l'actuel CEO, parce que là, c'est une responsabilité qui est bien plus intense. Et donc, honnêtement, depuis 2 ans et un peu plus, je vis la slow life. J'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mes enfants, ma famille, donc ça va très 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 bien. Mais bon, en fait, on s'en fout, on va dire, parce que on n'est pas là pour parler de moi. On est là surtout pour parler de vous, à The Big Whale, parce que là, vous fêtez vos 1 an d'entrepreneuriat, 1 an de changement. Alors, avant de rentrer un peu dans les questions pour comprendre un petit peu les sous-jacents, est-ce que vous pourriez tout simplement commencer par la base et me dire c'est quoi The Big Whale en quelques mots? Est-ce que c'est un média Web3? Est-ce qu'on peut juste le définir comme ça? Ouais, c'est une excellente question. Alors, pour le coup, je vais prendre celle-ci et je laisserai les questions plus compliquées et j'allais dire presque chiantes à mes deux associés. Non, effectivement, c'est un très bon point. Nous, on s'est lancé avec une idée simple qui est que dans cet écosystème aussi foisonnant que celui du Web3 et des cryptos, que notamment avec Grégory, on connaît depuis des années, hein, depuis 2016-2017, on a besoin d'avoir une information de qualité qui soit recoupée, sourcée et produite par des journalistes de métier dont c'est le quotidien. Et donc, après avoir travaillé dans des rédactions comme Capital ou Les Échos, et on a décidé de se lancer en se disant qu'en France et en Europe, on avait besoin, pour accompagner le développement de cet écosystème, d'un média avec ses standards, sachant qu'on n'est pas les seuls, et tant mieux. Il y a aussi des médias comme nous un peu partout sur la planète. Et donc voilà, c'est une aventure assez excitante. Il y a plein de choses à faire. En 1 an, on a fait beaucoup de choses, mais il y a encore plein de choses qui restent devant nous. Et voilà. Donc, si je comprends bien, le maître mot, c'est un peu l'indépendance, parce qu'il y a beaucoup de médias sur la crypto qui ont succombé à la tentation de faire des articles complaisants ou d'aller directement dans des relais d'escroquerie ou d'investissement extrêmement douteux. Donc, il y a toujours une relation assez compliquée entre le besoin de financement du média et le fait de garder une indépendance. Donc, comment est-ce que vous avez résolu cette problématique? Comment aujourd'hui vous pouvez vous financer et être indépendant? Je vais peut-être prendre cette question si ça vous dérange pas. Je pense que déjà un média indépendant, c'est un média dont la majorité des revenus provient de ses abonnés. Et donc c'est cette indépendance financière. D'abord parce que l'indépendance c'est surtout financier, hein. Ça nous permet de publier des contenus en totale liberté et parfois des enquêtes qui peuvent déplaire. Bon, alors on fait pas ça pour le plaisir, hein, c'est qu'on pense que l'écosystème il a besoin aussi de contradictoire, hein, pour sa crédibilité. Ça permet de faire son autocritique. Et je pense que c'est important typiquement dans cet écosystème parce que c'est un secteur où l'idéologie prend beaucoup de place
et où on a besoin d'un positionnement avec la plus grande neutralité parce qu'il y a moins d'intérêt dans un média indépendant. Ok. Et le modèle, c'est quoi? L'abonnement? C'est du recurring? Il n'y a pas eu que des recurring, il y a aussi des abonnements à vie, des montants assez importants. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bah, en fait, là-dessus, il faut distinguer un peu Alors deux déjà, choses. excusez-moi, je vous ai Mm. jamais vu. Vous êtes qui, vous? Ouais, c'est vrai, mais moi non plus, je vous ai jamais vu. Renaud, alors moi, je suis un peu l'homme de l'ombre, effectivement. Je suis Dimitri, cofondateur avec Greg et Raphaël de ce projet. Et en fait, moi, je m'occupe de tout, sauf l'éditorial. Ok. C'est Voilà. une grosse partie, Voilà, c'est-à-dire que je les laisse s'amuser à écrire des articles et je gère toute la partie The Office, fundraising, management, recrutement, etc., etc. Donc, pour leur laisser le plus de place pour travailler et faire leur boulot de journaliste correctement. Donc, sur la partie financement, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que déjà, il a fallu se lancer. En fait, ce qu'on a fait depuis un an, c'est qu'on a gagné le droit de jouer. On a levé en tout et pour tout à peu près 1 million d'euros qui est réparti grosso modo, je vous la fais à grosse maille, un tiers avec une levée de fonds avec des business angels, un tiers via de la dette et un tiers via l'émission et enfin la création du NFT qui effectivement en fait correspond à l'abonnement fondateur dont Eric, vous êtes un heureux possesseur et donc plus un tout petit peu de subvention BPI, ministère de la Culture parce qu'on est agréé par le ministère de la Culture comme étant un média en tant que tel. Tout ça fait à peu près 1 million. Donc ça en fait c'est en gros c'est ce dont on avait besoin pour commencer à jouer et commencer à construire. Ensuite, il y a le modèle. Et le modèle, il va reposer sur deux piliers essentiels qui sont le revenu lié à de l'abonnement essentiellement via les entreprises. Le média qui a réussi sur les 15 dernières années grâce à ça, il est très connu, il s'appelle Mediapart. Mediapart, le fonds de commerce de Mediapart, c'est l'abonnement auprès des entreprises. Un autre exemple, c'est Politico, qui est un média qui nous inspire beaucoup par l'expertise. Et pareil, c'est de l'abonnement auprès d'entreprises. Donc ça, c'est évidemment le gros du boulot. Et puis la deuxième partie, c'est la partie Web3. Comment, en fait, avec ces technologies et avec ces usages-là, on peut explorer d'autres modèles économiques en ayant au cœur du réacteur la communauté et les gens qui nous suivent. Le gros problème des médias depuis 20 ans et l'émergence du web, c'est qu'ils ont complètement oublié leurs lecteurs et que tous les modèles économiques sont basés sur la satisfaction unique des annonceurs. Je le sais, j'ai passé 15 ans, 10 ans chez Publicis, du mauvais côté, on va dire, de la barrière, et j'ai vu la paupérisation du monde des médias, la multiplication des intermédiaires et la dépréciation totale de la valeur de l'information. Donc ça, c'est cette partie-là, effectivement, nous, on va essayer d'exploiter au maximum le potentiel du Web3 pour essayer de financer et donc de créer cette confiance absolument indispensable qui est aujourd'hui nécessaire dans le Web3 et d'avoir un marché de l'information un peu plus sain. Alors justement, quand on parle de confiance, d'indépendance, vous avez dit que vous avez levé des fonds auprès de business angels, qui sont tous des personnes probablement influentes dans le Web3, la crypto. Je suis moi-même membre fondateur, je suis cofondateur de Ledger et CoinHouse. Qu'est-ce que vous répondez à toute personne qui pourrait vous dire, attendez, Eric, il a qu'à claquer des doigts, ou machin a qu'à claquer des doigts et dit, non mais ça, vous publiez pas. Ou ça, non, Ouais, désolé, la fuite de données Ledger, vous en parlez pas. Enfin, ouais, comment ouais. vous pouvez expliquer cette indépendance et la justifier, puisque quelque part, c'est quand même moi qui ai donné du pognon. Donc je pourrais vous dire, attendez les gars, vous fermez la gueule, vous fermez votre gueule sur Ledger ou sur tel problème. Ouais, Ouais, non, non, alors mais c'est c'est. facile. Ouais, c'est Ouais. facile. Vas-y, vas-y. Non, non, mais ouais, tu compléteras. En gros, c'est effectivement l'un des points cruciaux qu'il faut avoir en tête quand on parle des médias, c'est que premièrement, et ça, on l'a vraiment perdu de vue, c'est le travail journalistique et l'indépendance des journalistes. C'est un combat, nous, qu'on aime bien qualifier de quotidien. C'est-à-dire que, euh, évidemment, que nous sommes amenés, avec Greg et le reste de l'équipe,
à avoir connaissance d'informations qui sont sensibles sur des acteurs que nous côtoyons au quotidien. Il y a des informations qui sont positives, d'autres qui parfois effectivement peuvent déplaire. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, on doit gérer. Mais nous, notre conviction, c'est qu'en réalité, l'indépendance, elle ne se bâtit pas sur les personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire d'honnêteté individuelle, c'est une histoire de comment on construit et on garantit à tous ceux qui travaillent chez The Big Well qu'ils pourront travailler sereinement. Donc il y a, comme vous l'avez évoqué, la question des abonnements fondateurs. Bon, là, c'est assez simple, hein. Ce sont des abonnements et vous faites partie de la communauté et vous avez accès à tous les services et à l'information de The Big Well. Après, il y a le deuxième point qui là concerne les business angels, donc qui ont investi dans The Big Well, et ça, Dimitri en a parlé. Ça représente effectivement à peu près un tiers donc, du million d'euros qu'on a récupéré. Et là-dessus, pour la petite histoire, nous, spontanément, avec Grégory, au départ, on n'était pas forcément pour accueillir à notre capital des business angels. On se disait, non, il faut absolument que le média soit totalement indépendant, donc ça passe par un contrôle à 100% du capital. Et puis, quand on a vu le démarrage qu'on a fait, qui était très bon, donc au printemps dernier, on a eu cette discussion et Dimitri, pour le coup, et je parle sous ton contrôle, mais c'est vrai que toi, tu as plus cette culture startup parce que tu as déjà créé des boîtes et s'est posé la question de est-ce qu'on continue finalement à croître sur la base de notre communauté ou est-ce qu'on va chercher finalement, on va dire, plus d'essence pour le moteur de The Big Well qui nous permettra en fait d'accélérer, d'aller plus vite et aussi, et ça pour le coup, Eric, c'est quelque chose que vous connaissez bien, qui est de s'appuyer à la fois sur l'argent, mais à la limite, l'argent, on n'en avait pas forcément besoin, mais surtout sur le réseau et l'expertise, l'expérience de Business Angel qui nous permettent aujourd'hui de nous projeter en Europe, d'aller potentiellement récupérer des profils intéressants en Europe. Donc voilà, c'est cela. Et après, effectivement, sur l'indépendance par rapport à ces Business Angels, c'est tout bête. On a une charte d'indépendance, on a la majorité du capital et encore une fois, l'indépendance est un combat du quotidien. Donc ça dépend, c'est exactement comme une entreprise qui produirait certains produits. Il faut aussi avoir des critères éthiques et s'y tenir. Et je rajouterais aussi un point, ce qui fait vraiment, oui, la valeur de The Big Well, en tout cas la valeur éditoriale, c'est cette indépendance. Et si elle était attaquée, par exemple, par un investisseur, la valeur de The Big Well tomberait à zéro. Donc, l'investissement de cet investisseur tomberait à zéro. Donc, c'est un peu comme le Bitcoin. Un mineur qui voudrait faire une attaque à 51%, là, il perdrait toute la valeur de ses Bitcoins. Le Bitcoin perdrait toute sa valeur instantanément. Donc, voilà, j'aime bien faire cette comparaison. Oui, et puis après, on a aussi eu, entre guillemets, un peu le luxe de pouvoir choisir les gens avec qui on est et qui ont été disclosés. Hein. Tout ça est très transparent, on l'a publié, c'est visible et il n'y a pas de secret par rapport à ça. Et on a des gens autour de nous qui ont parfaitement compris l'intérêt qu'on fonctionne, enfin, que ça marche. Et d'ailleurs, si nous, on marche, c'est bon signe pour l'écosystème Web3, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'attraction, en dehors même des crypto guys passionnés qui adorent le Bitcoin depuis avant même qu'il existe. Et qu'on salue tous. Hein. On salue avec un respect éternel. Mais l'intérêt, c'est quand même, pour beaucoup de boîtes, aussi d'aller chercher des gens qui sont un peu en marge, un peu à la périphérie, et d'aller les convaincre que ce secteur-là mérite de l'attention. Okay. Vous avez levé 1 million d'euros au total. C'est une somme quand même importante par rapport à la taille de l'équipe. Question un peu étrange, pourquoi vous avez levé autant d'argent finalement? Alors, effectivement, on pourrait me dire, plus on peut prendre, on prend tout, c'est la règle numéro 1. Mais donc, c'est quoi la vision? Quel est l'usage de ces fonds? Ou alors, est-ce que vous avez un cash burn tellement important que dans 12 mois, c'est fini, il n'y a plus d'argent et il faut relever? Est-ce que vous pouvez en expliquer un petit peu plus finalement sur la taille de l'équipe, la situation financière et un peu les perspectives pour comprendre où est-ce que vous voulez aller? Donc là, c'est là où c'est ma partie. Là, ils font un peu les malins. C'est là où tu vas justifier non, cofondateur. En fait, quand on a… Alors, c'est marrant parce qu'Eric, j'ai vu passer une de vos vidéos là récemment où vous disiez, en fait, il n'y a pas besoin de business plan. Alors, je me sentais un peu bizarre, mais je me suis dit, putain, merde, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le business plan au départ pour avoir des repères, en fait, pour vraiment essayer de se dire, par rapport à la vision qu'on a d'un média européen,
ce dont on a besoin et qu'est-ce qu'il nous faut. Au départ, on ne pensait pas forcément lever autant. En fait, au départ, on était plutôt sur 500 ou 600 000 euros. Et en fait, ce qui est clair, c'est qu'au début, personne ne nous a pris au sérieux. Mais vraiment personne, hein. C'est-à-dire que les premiers mois, à partir de début 2022, jusqu'à ce qu'on se lance et qu'on montre qu'on était... voilà. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « c'est super votre truc, mais en gros, faites-vous plaisir sur Substack et dans 6 mois, ce truc est fini ». Donc, on a eu aussi, on y a été progressivement. Et au départ, on était parti pour lever un petit peu moins, ou en tout cas, voilà. Il y a deux facteurs qui ont joué sur le fait qu'on a été jusque-là. Le premier, c'est les gens, et notamment les business angels, qui au final ont commencé à croire en nous, ils nous ont poussé à être plus ambitieux. Ils nous ont donné confiance aussi, et du coup, ça nous a aidés. Et le deuxième chose, c'est le succès de l'abonnement fondateur. En fait, l'abonnement fondateur et donc le NFT qui va avec et qu'on a sorti à la fin d'année nous a permis voilà, de faire ce tiers du financement qui était un peu le bonus, quoi. Voilà. C'était pas prévu à la base dans le BP, c'est quelque chose que vous avez rajouté en disant tiens, on va balancer des NFT, là, pouf. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'au départ, on s'est inspiré de ce qui se fait aux États-Unis. En mettant en positionnant cette idée d'abonnement fondateur qui ressemble finalement à des méthodes assez classiques de fundraising dans les médias classiques. Enfin, je veux dire, on n'a rien inventé, hein. Et en fait, c'est en voyant la traction qu'il y a eu autour de ça qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à exploiter. Et là où on pensait faire 10 abonnements fondateurs, en fait, on en a fait beaucoup plus. Et c'est ça qui a fait, en fait, petit à petit, qui nous a d'ailleurs donné les moyens très vite de pouvoir travailler en profondeur sur la collection de fin d'année, la collection NFT, qui était très largement imparfaite, mais qui nous a permis voilà, d'aller plus loin. Ce qui prouve que faire un business plan, ça sert à rien, parce que de toute façon, ça se passe jamais comme prévu. Ça sert à rassurer Grégory Raymond, quand même. Alors, une question un peu sur l'équipe et la dynamique. The Big Whale, c'est un entrepreneur et 2 journalistes ou c'est 3 entrepreneurs? Ça, c'est forcément 3 entrepreneurs. C'est une très bonne question, ça. Ouais, c'est une excellente question. Greg, c'est une bonne question parce qu'au départ, quand on a eu l'idée du projet, ça remonte à 2018. Et ça, c'est un scoop. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on s'en est parlé à cette époque-là. Et après, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, notamment Raphaël et Grégory, n'étaient pas tout à fait prêts pour se lancer. Ils n'avaient pas forcément la confiance suffisante et l'envie suffisante et l'énergie suffisante pour se lancer, et que ça a mis 2-3 ans, en fait, à maturer. D'autant que l'idée de faire payer de l'information a toujours été dans notre tête. Et à cette époque-là, c'était pas forcément évident qu'il y ait un marché pour ce style d'information à haute valeur ajoutée, indépendante, et donc il y avait un coût parce que la plupart des gens consultent en fait l'information de manière gratuite, hein, sur le net, notamment dans le secteur du Web3. Et 2018, oui, il y avait cette incertitude. Depuis, voilà, j'ai pu avoir ma petite expérience au sein de Capital, qui a permis de montrer qu'on pouvait proposer de l'information payante. Et je pense que ça a été l'une des étincelles. Et voilà, après, on s'est rapidement rapprochés tous les 3 pour faire quelque chose de très sérieux. Ouais, non, c'est clair. Et effectivement, Eric, pour répondre à ta question, et après, je serais assez curieux, même si je connais en partie la réponse de Greg. Mais non, ça a été un choc thermique, mais parce qu'on était. Je veux dire, il faut se rendre compte, journaliste dans des grandes rédactions, des titres voilà, connus, on avait des positions confortables. C'est quelque chose qu'en tant que business angel et qu'entrepreneur, vous connaissez vous très bien. Et effectivement, il fallait du courage pour se lancer. Alors, ce n'est pas un acte de bravoure de devenir entrepreneur, mais dans la position dans laquelle on était, ce n'était pas simple. Et franchement, après 1 an, je suis hyper content de dire que c'est peut-être l'une des meilleures décisions de ma vie. Pas simplement professionnellement, même humainement, parce qu'on vit une super aventure. J'ai la chance de travailler, et Grégory et Dimitri qui sont là, mais justement, on va en parler après. Il y a l'équipe avec nous, les gens qui nous rejoignent.
Et donc, ouais, un peu un saut dans l'inconnu, mais voilà, on ne l'a pas fait seul. Et moi, je sais qu'avec le recul, c'est vraiment une super décision et un challenge que je suis ravi de relever au quotidien. Non, c'est un petit peu pareil, quoi. Et par rapport, moi, mon passé à Capital, il y avait des trucs évidents qui font que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus intéressant dans le sens où quand on est dans un grand groupe, il faut passer par des tas de réunions pour implémenter quelque chose qu'on veut tester. Là, on a une idée et hop, on peut l'implémenter très vite. J'ai un exemple parfait, hein, c'est tout simplement le fait de proposer du paiement crypto pour s'abonner sur The Big Well. Quand on en a parlé tous les trois, on s'est dit, on le fait. Et en quelques minutes, c'était implémenté. À Capital, ça a pris très, 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 très longtemps. Et quand le prestataire a sauté, les réunions initiales avaient été tellement réverbatives que personne ne s'est posé la question de le rétablir. Donc la réunionnité aiguë des grands groupes, voilà, elle ne me manque pas, on va dire. Ouais. Ok. Et donc, Raphaël, Grégory, avant vous étiez journaliste, maintenant vous êtes journaliste entrepreneur, mais quand même journaliste parce que c'est vous qui avez la responsabilité d'écrire tous les articles. En quoi votre quotidien est différent? C'est juste qu'en fait, vous participez un petit peu aux décisions comme tiens, on va mettre du paiement crypto ou à la fin, c'est quand même au jour le jour un vrai travail de journaliste, d'interview, d'enquête. En quoi ça a changé? Ouais. Effectivement, ça se voit pas forcément de l'extérieur parce qu'avec Grégory et encore une fois, on n'est pas non plus seul, hein, on travaille avec d'autres journalistes et on va en parler après. On est en train de recruter des journalistes à l'échelle européenne, mais donc de l'extérieur, ça se voit pas forcément parce qu'on continue de produire des contenus. On est très fiers, que ce soit à l'écrit, on fait des vidéos, des super vidéos, on fait aussi voilà, des audios sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là, mais effectivement, aujourd'hui, on est aussi là pour développer une marque de Big Well, la développer en France et en Europe. Et donc, ça implique moi, quelque chose à titre perso que j'adore, qui est de renforcer le relationnel, expliquer ce que l'on fait, expliquer la mission de Big Well. C'est voilà, convaincre les gens de nous rejoindre, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est uniquement journaliste ou j'allais dire plus globalement voilà, salarié dans une entité où voilà, on va exécuter, on va faire son boulot très bien. Là, on est plus effectivement dans une situation où on doit aussi développer notre entreprise, c'est notre aventure. Et donc voilà, ça c'est un aspect hyper excitant depuis un an. Non, je suis d'accord. Et disons que le fait que l'entrepreneur et le journaliste soient la même personne, je pense que ça pousse le journaliste à être encore plus exigeant par rapport à ce qu'il fait. Parce que c'est à travers l'information qu'il va délivrer, en fait, il va donner aux gens l'envie de s'abonner. Alors que quand on est simple journaliste, voilà, on fait son petit article, le soir c'est terminé, et finalement le sort de l'entreprise importe peu, quoi. Tu vas pas te faire que des potes, toi. Ok. Et alors, Dimitri, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus justement de l'opérationnel, de l'équipe? Combien vous êtes aujourd'hui? Combien vous allez être demain? Vous parliez de journalistes en Europe. Quelles sont un peu les prochaines étapes, la roadmap là sur les mois qui viennent? Ouais, bien sûr. Là, aujourd'hui, on est 5. Donc, on est tous les trois et on a 2 personnes qui sont sur la partie produit. En fait, le premier recrutement qu'on a fait, et c'était une volonté, c'était un head of product. Alors, c'est quoi le produit The Big Whale? En fait, c'est toute l'expérience en ligne qu'on propose. C'est super d'avoir des bons journalistes qui vous produisent des bonnes enquêtes, mais si c'est mal exploité, mal utilisé, que tu ne peux pas le lire, que tu récupères aucune data, etc., ça ne sert à rien. Donc, vous avez construit une stack d'un blog à partir. Enfin, vous avez tout reconstruit. Vous êtes sur WordPress. Vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, non, on est sur Webflow, mais on a un gros stack. Alors, ça ne se voit pas trop parce qu'en fait, on est encore sur l'héritage du lancement. Parce que clairement, on a bootstrappé le truc en espace de 3 semaines. Hein. Grégory et Raphaël ont quitté leur rédaction respectivement début mars et on s'est lancé début avril. Donc, on a bootstrappé le truc parce qu'on voulait voir si ça marchait ou pas. Et on a tous fait le pari que, ça allait marcher et que la collaboration aussi entre tous les trois allait fonctionner. Il se trouve qu'on a validé ça. Et donc, notre premier recrutement, ça a été vraiment d'avoir quelqu'un qui nous aide
très vite sur le produit, à concevoir une expérience clé et qui nous aide aussi sur la partie NFT. En fait, le Head of Product est arrivé en fin d'année et c'est lui qui a géré toute l'expérience sur les NFT. Ok. On a tout fait en interne. Hein, on ne s'est pas appuyé sur des prestataires un peu clés en main qu'on connaît bien sur le marché qui font un super boulot, mais on voulait acquérir de la connaissance sur comment on fait les choses trap. Et franchement, je vous assure, lancer un NFT mi-2022, c'est être sur une planche de surf dans une rivière, sur une rivière un peu agitée, c'est compliqué. Hein. Vu l'état du marché, c'était quand même un truc. Ça, on l'a bien réussi. Et donc, on pense que la valeur, et notamment la promesse de valeur qu'on va donner sur ce modèle d'abonnement, va beaucoup reposer sur notre capacité à exploiter bien le contenu et à gérer toute l'expérience de A à Z de façon extrêmement propre. Et de l'avoir nativement et en intégrant à la fois du Web 2 et du Web 3. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir en fait, un modèle d'abonnement où en fait, le NFT va permettre d'interfacer directement et d'avoir accès à l'abonnement. Donc ça c'est vraiment le gros sujet et on travaille dessus. Et évidemment, en parallèle, et qui est peut-être notre plus gros challenge, c'est d'acquérir très vite une vraie dimension internationale. Ça aujourd'hui, c'est le step-up le plus clé, c'est-à-dire aujourd'hui, on a un réseau de gens que Raphaël et Grégory ont constitué, mais il nous faut un vrai réseau de rédacteurs et de journalistes de très grande qualité dans différents pays en Europe, dans différents marchés clés. Parce que là, vous publiez déjà en anglais du contenu, non? Ouais, en fait, Ouais. nativement, dès le départ, on a publié en anglais. Mais on est une boîte française. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, on est une boîte française. Notre enjeu, c'est d'avoir des conférences de rédaction et des meetings full English avec que des gens d'international dans les 3 mois qui viennent. C'est ça qui va faire qu'à un moment… Ah oui, à très court terme. Donc là, c'est Ouais. vraiment un sujet d'actualité. Là, vous êtes en train vraiment de recruter tous ces Exactement. journalistes, ces personnes. Alors, il y a le Ouais. marché qui nous aide un petit peu parce que The Block a licencié un tiers de ses effectifs. Parce qu'ils ont cru, ils ont grandi un peu trop vite. Donc, on voit des gens, on a identifié des gens. C'est très difficile de recruter les bons profils. Et je pense que ça sera encore plus difficile de les intégrer avec le facteur multiculturel qui va jouer très fortement. Mais ça, c'est notre challenge. Et c'est là où il ne faut pas qu'on se gourre. Voilà. La pression, Et j'ajouterais aussi quelque chose par rapport à ça. Dans l'information Web3, beaucoup de sources viennent de médias américains et donc qui ont un prisme américain sur les choses. Par exemple, il y a plein de projets Web3 qui sont européens, qui doivent s'adresser à des médias américains et ensuite ça nous revient en Europe. Donc je pense qu'il faut un média pan-européen pour bien représenter cet écosystème qui est extrêmement riche. En plus, on voit les États-Unis sont en train de perdre du terrain. Je pense que ça sert tout le monde. Ouais, non, tout à fait, c'est un super point et sur notre dimension européenne, nous, on a commencé, hein, enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est source de blagues, mais c'est vrai que vous nous voyez régulièrement à droite, à gauche, notamment en Europe, que ce soit à Londres, à Berlin, on était Ouais, ça ensemble voyage en pas mal, hein. Suisse. Ouais, alors ça ça bosse coûte aussi, cher, hein. d'ailleurs, ça coûte cher. Ouais, non. Non, mais Ça coûte non, mais cher. ça, ouais, non, mais ça bosse aussi. Et non, mais là-dessus, typiquement, c'est vrai que on a ce réseau maintenant en Europe, mais effectivement, et ça rejoint ce qu'on disait au départ sur l'exigence journalistique, c'est que on a eu pas mal de sollicitations de la part de gens qui soit adorent ces sujets, parce que tout le monde sait écrire, hein, donc adore ces sujets ou veulent nous aider. Donc on les a un peu testés. On en a testé à Berlin, on en a testé également en Suisse. Et c'est toujours intéressant parce que les contenus sont de qualité, mais par contre, c'est pas forcément j'allais dire, au niveau de nos standards d'un point de vue journalistique. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin, et c'est pour ça que ça prend du temps, d'aller chercher des journalistes qui vont confronter les informations, les points de vue, qui vont vérifier les informations. Ça, c'est quelque chose avec Greg qu'on voit tous les jours. Il y a plein d'informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, concernant une start-up, un projet, et qui ne sont pas vérifiées. Ça tourne, et ça participe aussi de cette espèce de
au mieux défiance, j'allais dire au pire quasi haine de certaines personnes pour l'écosystème parce que on se dit ok c'est pas fiable, on essaie de nous vendre plein de choses qui n'ont pas de sens et en ce sens j'espère aussi un peu répondre parce qu'on voit les commentaires, hein, merci beaucoup pour ce que vous mettez dans le live. C'est vrai que c'est normal de s'interroger sur quelle est la différence entre ce que The Big Whale produit et ce que les autres peuvent produire en accès libre. Bah, c'est justement tout le temps que l'on prend à travailler sur ces sujets et aussi c'est la garantie que nous n'avons pas de lien particulier avec tel ou tel projet, nous, sur le site. Et ça, c'était quelque chose qui était très clair dans notre esprit dès le départ. Avec Greg et les journalistes qui travailleront avec nous, on a disclosé nos investissements, on a un peu de Bitcoin, un peu d'Ether, on n'investit pas dans les projets. Et voilà, et en réalité, c'est tout cela. Et c'est aussi 10 ans dans les meilleures rédactions en France où on a appris à travailler et qui nous permettent aujourd'hui de sortir des grosses interviews, des reportages, des exclus en pagaille, hein. Il suffit de nous lire, que ce soit Voodoo qui va lancer une crypto, CoinHouse voilà, qui lève des fonds auprès d'Odo. On a sorti régulièrement des choses. Et donc, voilà, ça fait partie de l'installation de la marque et de la crédibilité qu'on crée au fur et à mesure. C'est très important tout ce que tu dis, Raph. Et voilà, juste je conclurai aussi pour avoir le goût du contradictoire qu'on a. Et en fait, c'est ce qui fait aussi la spécificité des journalistes professionnels. Quand on fait un article, quand on fait une enquête, on va aller voir les différentes sensibilités. Le but, c'est pas que quelqu'un raconte, voilà, serve sa sauce. Il faut absolument qu'il y ait du pour, du contre. Et à la fin, voilà, chacun peut se faire sa propre opinion, mais il faut absolument qu'il y ait des avis divergents qui s'expriment et pas que une boîte qui va raconter voilà, toute sa vie, quoi. Mais vous savez, Eric, bon, moi je ne suis pas journaliste, mais on a eu quelques conversations avec des gens très proches, que je ne nommerai pas au sein du projet, où on tombait un peu de notre chaise sur la méconnaissance de ce que c'est que le travail journalistique, en fait. Tout le monde a oublié ce que c'était qu'un média, en fait. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans l'écosystème Web3, qui est nativement né avec le web ultra social et communautaire, encore plus. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce que c'est que le contradictoire. C'est quelque chose d'assez assez fascinant. Et même avec des gens plutôt seniors, plutôt habitués, tout le monde a oublié un petit peu ça. Un média, c'est là pour relayer la prise de parole d'une marque ou d'un projet. Voilà, ça se limite à ça. Et c'est assez. Donc, il y a un petit travail d'éducation à faire. Justement, donc il y a un rédacteur en chef, c'est Grégory, je crois, et un éditeur en chef, Raphaël. Non, il y a 2 rédacteurs en chef. Rédacteur en chef. De la rédaction. D'accord. Alors, justement, comment ça marche et comment vous distribuez les rôles, puisque si vous voulez avoir un petit peu une presse qui fonctionne, qui prend des décisions, qui check, j'imagine que l'un est garant de l'autre parce que voilà, vérifier que les opinions sont bien tranchées, que ça marche. En général, il y en a un qui écrit, l'autre qui édite et qui vérifie un petit peu. Mais si vous êtes tous les 2 rédacteurs en chef, voilà, ça peut pas marcher, il faut m'expliquer là. Ouais. C'est une bonne question, mais on n'a jamais rencontré de problème jusqu'à présent, mais vas-y, je te laisse, Raph. Ouais, non, je te laisserai compléter, Greg. Non, mais c'est un super point et je pense, ça va faire sourire Dimitri, mais tous ceux qui travaillent avec nous, qui pourront témoigner que au quotidien, ça peut friter parce que justement, on est tellement exigeant que même si on se fait confiance, il y a des choses qu'on va double-checker en se disant ok, c'est bien ça, ce que là, tu as écrit, c'est bien ça. Et puis on fait aussi beaucoup de choses ensemble. Et puis en fait, plus fondamentalement, et ça, c'est quelque chose pour le coup qui est aussi un peu notre patte, c'est qu'avec Greg, on a connu les rédactions très hiérarchiques, très centralisées, qui ont plein d'avantages, mais et aussi peut-être parce qu'on baigne depuis des années dans cet écosystème donc Web3 avec cette idée de décentralisation. Nous, notre objectif, ça n'est pas de reproduire cette forme de hiérarchisation, mais plutôt d'être dans une forme de collaboration. Et donc, là, quand on discute avec ceux qui vont nous rejoindre, eh bien, ce qu'on leur explique, c'est que ça ne sera pas Grégory et Raphaël au-dessus et de la mêlée avec les autres, effectivement, qui écrivent les papiers et qui sont relus, mais davantage cette espèce de contrôle permanent où on sera 4, 5, 6, 7 en fait, à se relire les uns les autres. Alors évidemment, ce ne sont pas 6 qui vont relire la même copie, mais c'est plutôt ce système, d'ailleurs, qui, dans les agences
de presse marche assez bien, où en fait on tourne, c'est-à-dire qu'un coup on est éditeur, un coup on est reporter, et ça c'est quelque chose qu'on connaît moins en France, c'est moins dans notre tradition, où c'est très très hiérarchique. Et là-dessus, voilà, nous on aime bien dire qu'on va être décentralisé à la fois géographiquement et aussi dans l'organisation. On mise beaucoup sur la responsabilisation. Chacun est voilà, responsable. Et, ça fera petite référence à Alexandre, mais il y a des ownerships, on est responsable de certaines choses. Et effectivement, avec Greg, bah, ça marche très bien parce que un coup, il me contrôle, l'autre, je le contrôle. Mais en fait, le plus important pour nous, c'est qu'à la fin, on soit d'accord sur ce que l'on publie, parce que c'est de ça dont on rend compte. Bon, pour Et apporter on un petit part. challenge quand même, c'est que ça fonctionne bien parce que vous êtes que deux là. Et le challenge, non, mais le challenge, ça va être Ouais, de faire en sorte que ça fonctionne à 5, à 10, à 15. Le challenge, il est là et on verra si c'est la clair. robustesse de cette doctrine-là. Bien sûr, c'est pas gagné. Mais en tout cas, le socle commun, c'est je pense qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on est très, très, très à cheval sur la déontologie, sur l'indépendance. Et c'est ce qui nous guide, en fait, en tant que journaliste. Et on attend de ceux qui nous rejoindront qu'ils aient le même niveau d'exigence, particulièrement là-dessus. Ok, ouais, parce que la démocratie participative dans l'entreprise, Non, Non, ça marche pas non, mais, toujours très longtemps. non, mais fais-moi confiance pour ne pas aller sur cette voie parce que je sais très on bien. va faire une DAO. On va faire une DAO. Non, non, Ok, non, on va pas faire ok. de. Donc on a parlé un petit peu là du projet à 3 mois. Vous allez recruter d'autres rédacteurs, avoir une conférence de presse interne plutôt internationale et vraiment aller sur déjà dans un premier temps sur l'Europe et peut-être ailleurs. The Big Whale dans 2 ans, dans 3 ans, hein, je vais pas dire dans 10 ans parce que déjà dans 2 ou 3 ans c'est compliqué, mais c'est quoi c'est quoi la vision vraiment à moyen long terme que vous voulez créer? Bah, en fait, nous, on veut vraiment être la porte d'entrée pour comprendre ce qui se passe dans le Web3 en Europe. Et évidemment, pour les gens qui sont basés en Europe, mais aussi pour notamment les US. C'est assez intéressant parce qu'on développe petit à petit une audience internationale. Et en fait, cette audience internationale, elle est assez peu européenne. En fait, elle est essentiellement américaine, qui cherche en fait à comprendre ce qui se passe en Europe sur des aspects clés comme la régulation, sur des verticales, etc. etc. Donc, euh, on veut vraiment être le média incontournable. Ok, mais sous quelle forme? Ça veut dire on va voir des podcasts, des chaînes YouTube, des vidéos TikTok. Enfin, comment vous allez exprimer tout ça ou ça va vraiment rester sur du rédactionnel via de la newsletter, du site? Alors, là-dessus, alors on ne fait pas que du rédactionnel, on va dire classique. C'est vrai que le vaisseau amiral, en tout cas, ce qui est le plus visible, c'est aujourd'hui la newsletter parce que ça rythme et ça permet de monétiser assez simplement. On a déjà fait et on va en faire de plus en plus de vidéos et d'avoir une surface éditoriale qui soit plus variée et d'être un média au sens 360 degrés du terme, quoi. C'est-à-dire d'être capable de produire un certain nombre de choses. Par ailleurs, Raphaël et Grégory, vous êtes présents aussi à la télé. Donc, il y a aussi via BFM. Donc, il y a cette présence-là qu'on va développer. Après, on ne veut pas non plus être complètement réseaux sociaux dépendants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs, par exemple, qui disent mais pourquoi vous n'êtes pas sur TikTok? Pourquoi vous n'êtes pas sur TikTok? Déjà, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être bon partout. Et par ailleurs, pour faire notamment bien de la vidéo, ça nécessite des moyens. En fait, vous ne pouvez pas faire de la vidéo de façon moyenne ou entre deux. C'est-à-dire que soit vous n'en faites pas, soit vous en faites vraiment. Et ça, on travaille dessus. On est en train de structurer un certain nombre de produits éditoriaux autour de ça. Donc, Mais vous voulez y aller, c'est-à-dire que vous allez à un moment avoir une capacité de production vidéo de qualité, alors pas forcément sur des shorts TikTok dans cet univers, mais vous voulez vous équiper et aller vers de la production vidéo de qualité. Et complètement, ça va complètement. commencer très bientôt. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr, on travaille dessus, on travaille sur des formats de podcast. D'être un vrai média 360. On a organisé un événement en février qui était une autre façon en fait de produire du contenu et d'animer la communauté avec la cérémonie des Awards Web3 qu'on a organisé chez We Are pour encore une fois promouvoir l'écosystème, mettre en avant les bons projets et les personnalités qui comptent dans l'écosystème. Donc on est en train d'élargir petit à petit la palette et de sortir de ce unique prisme de la Ouais. newsletter. Ouais, effectivement, on sera une sorte de plateforme d'information à l'échelle européenne. Et c'est pour ça ce portail qui permet d'accéder à toutes les infos. Mais encore une fois, le but, c'est pas de tout relayer. Et ça, c'est pareil, ça fait aussi partie de nos dada avec Greg. C'est-à-dire qu'on a envie de reprendre cette belle idée du journaliste qui est de hiérarchiser l'information.
Ça ne veut pas dire que certaines informations n'ont pas d'importance, mais simplement, nous, on veut offrir un espace. Et franchement, d'ailleurs, je le vois pareil dans les commentaires. Aujourd'hui, on a 20 000 abonnés, gratuits et premium, qui sont, et ça, on a beaucoup de messages à ce niveau-là, qui sont très contents que justement, on ne leur parle pas de tout, mais qu'on leur permette d'avoir l'essentiel. C'est-à-dire que nous, on a vraiment cette idée que tout ce que l'on va traiter est important à avoir en tête. Il y a certaines informations qui sont intéressantes, mais simplement, elles le sont peut-être un peu moins, en tout cas de notre point de vue, que d'autres. Donc voilà, la levée de fonds de Ledger à 100 millions d'euros, on considère que c'est plus important que, par exemple, une petite législation en Italie. Mais après, c'est une question de Mais point ça, de c'est vue. parce que j'ai pris mon abonnement premium. Non, non, non. Non, mais voilà. Non, mais typiquement, voilà, ça fait partie des choix éditoriaux et c'est vrai que voilà, c'est aussi ça qui est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout traiter et il faut offrir un espace aux gens où, face au flux de l'information, ils ont les meilleures interviews, des reportages essentiels, des informations qui comptent et qui permettent de prendre les bonnes décisions dans un environnement qui offre plein d'opportunités, mais dans lequel il faut savoir naviguer. The Big Whale. Ok. Sujet qui pique un peu. Vous parliez tout à l'heure encore de 20 000 abonnés. Ce chiffre de 20 000 abonnés, j'ai l'impression que je l'entends depuis le début. Ça, c'est de ma... Donc, alors, est-ce qu'il y a des nouveaux abonnés? Est-ce qu'il y a une progression? Comment vous faites l'acquisition? Comment vous allez passer en fait les étapes? Parce que là, il y a eu le marketing, le grand boom du début. Vous allez un peu utiliser tout le réseau. Mais là, pour aller plus loin, comment vous allez faire? Vous allez faire du marketing digital? C'est un peu quoi la stratégie? Et qu'est-ce que vous visez à un moment? Est-ce que c'est 100 000 abonnés? Enfin, c'est quoi la vision dans les chiffres de ce que vous voulez représenter? Ouais, en fait, c'est vrai que on s'est un peu mis nous-mêmes dans un corner en fait avec cette histoire du nombre d'abonnés parce qu'en réalité, c'est un peu l'indicateur un peu clé que tout le monde regarde. Or, par rapport au business model que je décrivais tout à l'heure, et notamment l'abonnement corporate, en fait, cet indicateur-là est pas du tout clé. Et ce qui compte, c'est le revenu mensuel via l'offre corporate qu'on va pouvoir générer. Oui, c'est sûr. En fait, cet abonnement-là, alors c'est vrai que clairement, on a souffert de l'effet FTX. FTX a été quand même une déflagration avec une couverture média grand public qui a fait beaucoup de mal, puisque vraiment, les crypto-monnaies ont été associées à quelque chose de très, très négatif. Mais de mal à The Big Whale en particulier ou tu parles sur l'industrie? Parce que pour Alors, sur l'industrie, c'est l'industrie, évident, mais pour vous en particulier, en quoi ça vous en a fait, impacté? ça a été un peu paradoxal parce que d'une part, on a eu une couverture média très forte, puisque Raphaël et Grégory étaient un peu les deux experts appelés systématiquement un peu partout pour décrypter. Bah oui. Donc, ça nous a donné une grosse exposition, mais en même temps, déjà, il y a pas mal de gens qui ont perdu du fric. Hein. Donc, il y a aussi des gens qui étaient abonnés mensuellement et qui ne se sont pas réabonnés. Et il y a aussi beaucoup de gens et il y en a, on en connaît beaucoup, qui sont abonnés à la newsletter, mais qui ont du mal à passer à l'abonnement payant. Anyway, de toute façon, l'objectif, c'est de décorréler la croissance de cet abonnement retail qui est extrêmement volatile et sur lequel on a peu de maîtrise. Pour répondre à la question sur le plan de croissance, on va recruter 2 sales qui vont nous aider à passer à l'échelle sur cette partie offre corporate. Ça, aujourd'hui, c'est dans le pipe. Et tu nous interrogeais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on va faire de l'argent. L'argent, il va passer aussi dans cette capacité à vendre et avoir des sales, chose qu'on ne peut pas avoir au début. Tu ne peux pas avoir ça au début, ça ne sert à rien. Au début, tu ne sais pas exactement où tu habites, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu as une idée, et puis en fait, il faut affiner le truc. Donc en gros, il a fallu 1 an pour un peu avoir la vision, bien connaître le marché, les besoins, et c'est pour ça que maintenant, on va intégrer des sales. Sur la partie grosse, marketing grosse, c'est plus complexe. On a fait des tentatives. Déjà, il y a le ban des plateformes qui est très compliqué, parce qu'à partir du moment où vous mettez crypto, NFT, etc., c'est compliqué. Et ensuite, on le fera, mais pas tout de suite, parce qu'on voulait avoir un produit d'atterrissage qui soit vraiment nickel, et notamment tout le parcours dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, plutôt que de donner de l'argent à Google et à Facebook, on a préféré faire sur l'acquisition organique, et après, on verra pour la dépense. C'est une stratégie, hein. Il y aurait eu d'autres façons de faire, mais en tout cas, on a pris cette option-là.
Ok. On a pas mal parlé récemment de la régulation des influenceurs, de mettre en place une loi pour encadrer tout ça. Euh, bon, de quelle manière vous pensez que ça impacte un média comme The Big Whale en bien ou en difficulté? Enfin, quelle est votre analyse vraiment, non pas du sujet en lui-même, mais de l'impact que ça peut avoir sur votre média en tant que tel? Déjà, moi, je rappellerai que The Big Whale est enregistré CPPAP. En gros, c'est un agrément qui nous reconnaît comme entreprise de presse avec des standards journalistiques. Donc, c'est un peu grâce à ça qu'on peut délivrer des cartes de presse à nos journalistes. Et il semblerait que à partir du moment voilà, où on est une entreprise de presse, on ne peut pas être qualifié d'influenceur. Donc voilà, on ne rentrerait pas dans le cadre de cette loi. Et donc pour l'instant, voilà, il faut quand même attendre que la loi revienne à l'Assemblée, qu'il y ait cette seconde lecture. Donc pour l'instant, ouais, c'est un peu l'expectative. Bon, pour être complètement transparent, nous, on est assez contents parce que ça amène une clarification, en fait. Voilà. Fondamentalement, on pense que c'est une bonne chose. À titre personnel, déjà, d'une manière générale, sur le rôle des influenceurs, pas crypto, mais globalement, en tant que citoyen, je trouve que c'est une très bonne chose. Quand on parle des cryptos, je pense que ça l'est toujours, même si on verra effectivement comment la loi est appliquée, mais ça amène à de la clarification, en fait. C'est-à-dire que tout le monde, on en revient toujours à cette notion de tout le monde est un média aujourd'hui, et on ne sait plus ce que c'est qu'un média. Bon, bah là, on a des règles, c'est un peu la fin de la récré. Il y a des règles. Est-ce que ça sera trop restrictif par rapport au PSAN, à l'agrément, etc. On verra ce que ça donne à la fin. Moi, je ne crois pas du tout à l'argument qui consiste à dire que les projets Web3 ne peuvent pas se développer s'il n'y a pas des influenceurs payés pour ça. Ça, j'y crois pas une seconde. Je pense que les bons projets Web3, très communautaires, ils pourront grandir, qu'il y ait des influenceurs qui soient payés ou pas dessus. Voilà, c'est pas la question. Après, nous, en tant que tel, notre modèle, il n'est pas essentiellement basé là-dessus. Donc, en fait, ça n'aura pas un impact direct là-dessus. On ne vend pas des kilos et des kilos de contenu sponsorisé. Donc, en fait, Ouais. c'est pas, pour nous, l'impact sera sans doute, peut-être, on le sous-estime, mais à ce stade, pas énorme. Mais ça amène de la clarification et à se poser des bonnes questions sur ce que c'est que l'information dans le Web3, et ça, c'est très positif. Ouais, Ok. non, effectivement. Et non, mais totalement. Et non, mais juste pour préciser, on a récemment interrogé pas mal d'acteurs du secteur, hein, notamment des startups, pour savoir un petit peu ce qu'elles pensaient de cette loi qui, encore une fois, hein, est loin d'être parfaite. Je pense que, comme là, Dimitri l'a rappelé, on est peut-être allé trop loin, en fait, dans un laxisme où, effectivement, il y a des histoires délirantes. Et donc, malheureusement, à force de ne rien faire, on s'expose à un retour de bâton qui est juste monumental. Et donc, bah, après des années où c'était le Far West, bah là, pour le coup, il ne se passe plus rien. Donc, ce qui est dommageable parce qu'on sait aussi que des gens, et notamment des influenceurs, travaillent correctement. Donc là, le sujet, c'est pas de viser tout le monde. Mais effectivement, vu qu'en même temps, personne ne s'est jamais élevé contre ces mauvaises pratiques en se disant, OK, on est tous ensemble, c'est super, c'est une grande famille. Bah, à un moment donné, vu que voilà, on ne se désolidarise pas, et ben, on nous met tous, et quand je dis on, je ne me mets pas dedans, mais voilà, tous les influenceurs sont dans le même sac, donc ça a posé un problème. Donc, on a interrogé les entreprises, et ce qui est assez marrant, c'est que en fait, la plupart nous disent, vous savez, si on a effectivement besoin des influenceurs pour se développer, c'est qu'en fait, on n'a pas de produit et qu'on n'a pas de communauté. Les influenceurs, c'est un surplus, c'est-à-dire qu'évidemment, ils permettent à une entreprise de se faire connaître, de se développer sur un marché, mais baser, je veux dire, le succès d'un Ledger ou d'un Sorar sur des influenceurs, ça n'aurait pas de sens et ça voudrait dire à l'inverse beaucoup de choses sur, j'allais dire, la faiblesse de l'écosystème si effectivement on devait tout baser là-dessus. Donc, nous, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Dans un écosystème, il faut tout. Il faut des médias de qualité, des avocats de qualité, des start-upers de qualité. Il faut, et c'est aussi notre rôle, des utilisateurs qui sachent un peu de quoi on parle quand il s'agit de parler de DeFi, de NFT, choses comme ça. Il faut des influenceurs, mais effectivement, on ne pouvait pas continuer sur un rythme où nous, tous les jours,
on nous contactait en nous disant pourquoi vous ne dénoncez pas les pratiques de tel ou tel, je viens de paumer 10 000 balles à cause de tel ou tel. Moi, ce qui m'a valu, et je l'assume totalement, certains échanges un peu vifs qui sont totalement normaux. Mais voilà, c'est effectivement une bonne chose. Malheureusement, on ne sort, j'allais dire, de l'ambiguïté qu'à son détriment, et c'est un petit peu ce que vivent aujourd'hui les influenceurs qui sont obligés de se positionner et effectivement de dire qui ils sont, et c'est toujours compliqué. Ok, très bien. Bah, merci pour cette analyse et ces remarques. On arrive à la fin du live. Ouais, Est-ce déjà. que Raphaël, Grégory, Dimitri, un mot de la fin, quelque chose que vous avez envie de dire à votre communauté qu'on n'aurait pas abordé? Il y a plein de choses qui arrivent. Alors déjà, on a le 11 mai, pour ceux qui pourront, on fera un petit cocktail où on présentera un peu la roadmap sur le produit. Donc, on va lancer les invitations. Donc, on sera limité. Il y aura un quorum. Mais voilà, le 11 mai, vous pouvez noter ça. Et ouais, on a pas mal de choses qui arrivent sur la partie produit, design, contenu, etc. Donc, on va délivrer pas mal jusqu'à cet été. Et puis, après l'été, on a aussi un gros chantier. Donc, c'est assez cool. On a pas mal de trucs. Bon, beaucoup de teasing, hein, malheureusement, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ah, mais on peut pas tout dire, mais on a une grosse roadmap. Ouais. Bon, Greg, bah, si tu super. veux, moi, je voudrais quand même finir par remercier tous ceux qui nous soutiennent depuis le départ. C'est un énorme challenge, un challenge du quotidien, mais on est super fiers de le relever. Et puis, voilà, moi, j'ai eu la chance de travailler 1 an chez Mediapart, donc je vais faire ce que j'entendais tous les jours à l'époque quand j'y étais, c'est abonnez-vous à The Big Whale, engueulez-nous. Voilà, non, mais écrivez-nous, c'est indispensable qu'on ait des retours. Et voilà, on a une offre gratuite, testez-la. On a une offre premium, testez-la. On reste disponible. Franchement, voilà, on répond dès qu'on peut, et on sera toujours ravis d'échanger avec les abonnés et ceux qu'on croise lors des événements. Voilà, donc merci à tous. Ouais, moi, Super, bah, parfait. je voudrais saluer très chaudement les membres du Discord qui sont en train d'assister à ce live. Et tout ça pour souligner que la communauté The Big Whale, c'est aussi et surtout une communauté sur Discord qui aujourd'hui a été ouvert à tout le monde sur certaines parties. Donc, si vous voulez avoir un peu le goût de The Big Whale avant de tester, voilà, faire un tour sur notre Discord, c'est pas mal. Yes. Top, superbe. En tout cas, moi, je vous félicite pour tout le travail que vous faites. C'est toujours un plaisir chaque semaine de vous lire et de recevoir les news. Je les attends avec impatience. Et j'adore aussi vous lire sur Twitter les analyses à chaud que vous pouvez faire de l'actualité. C'est vraiment super. Donc, bravo, félicitations et longue vie à The Big Whale. Merci beaucoup, Merci Eric. beaucoup. Merci Eric. Merci. Allez, au revoir à tous. Bonne Merci. soirée. Au Salut. Ciao. revoir et merci de nous avoir suivis. Salut.